bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être là avec vous, même si c'est en virtuel. C'est toujours le fun d'être en personne, mais là, on fait ce qu'on peut. Puis je suis vraiment contente que les gens soient intéressés. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Donc, c'est ça. Évidemment, moi, je suis nutritionniste, puis évidemment, je vais parler de l'alimentation, bien s'alimenter avec une lésion médulaire, mais aussi, comme Vanessa Anne a dit, c'est vraiment pour n'importe qui, vraiment qui a une mobilité réduite. Et aussi, quand je parle de lésion médulaire, c'est sûr que ça dépend du niveau de la lésion, si c'est une lésion haute, si c'est une lésion basse, les recommandations, évidemment, vont changer, mais aujourd'hui, c'est vraiment un survol. C'est vraiment des recommandations de base. Puis, en plus de ça, j'ai gardé vraiment beaucoup de temps à la fin pour des questions, parce que je sais c'est vraiment là où est-ce que les questions plus précises, ça va sortir. Puis, j'aime ça aussi parce que normalement, les gens vont partager leur expérience, leurs anecdotes, des fois des recettes, des choses comme ça. Puis, moi, j'aime ça. Et aussi, pendant la période des questions, les gens vont poser plein de questions sur des mythes alimentaires ou des choses qu'ils ont entendues. Puis, j'aime vraiment ça. Je vois quelques noms que je connais. Il y a des clients, des patients que j'avais dans le passé, que j'ai présentement. Ici, à Yergela, je suis vraiment contente de vous voir. Il y a des gens qui me connaissent de mon émission de télé. Donc, bonjour. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais arrêter la vidéo pour moi pour pouvoir vous montrer les diapos. Donc, je pense que c'est Share Screen. Attendez. Est-ce que vous voyez? OK, c'est bon. Oui, on voit bien. OK. Donc là, vous voyez juste l'écran, mon écran, puis c'est pas, attendez, c'est pas en mode PowerPoint, je pense. Parce que moi, OK, là, c'est bon. Donc, oui, bien s'alimenter avec une lésion médulaire. OK. Donc, le plan pour aujourd'hui, puis les points que je vais discuter aujourd'hui, c'est l'élimination intestinale, l'élimination vésicale, les plaies de pression, la vitamine D, la prise de poids et les maladies chroniques associées à en fait, le fait d'avoir une lésion médulaire, les médicaments, puis après ça, la tête santé et le régime méditerranéen. Puis je répète, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment un survol. Ça dépend vraiment, j'allais dire c'est du cas par cas, mais c'est pas du cas par cas. C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire dépendamment de notre niveau de lésion, puis aussi notre niveau de mobilité, mais c'est vraiment un survol, comme je dis. OK, donc l'élimination intestinale. L'objectif en nutrition, c'est vraiment de régulariser la consistance et l'élimination des sels. Donc, on veut vraiment des belles sels, on veut vraiment une régularité, pas de difficulté. Les fibres alimentaires et une bonne hydratation, bon, ça aide à maintenir une bonne élimination intestinale. Et quand je parle les fibres alimentaires, je vais en parler, comme où est-ce qu'on veut les trouver. Mais quand je parle d'hydratation, c'est vraiment, en fait, tout ce qui est liquide. Souvent, les gens vont penser que c'est juste l'eau. Quand je dis, pour avoir une bonne hydratation, il faut bien s'hydrater, souvent les gens vont dire, mais j'aime pas ça, l'eau. Mais c'est pas juste l'eau. Donc, tout ce qui est liquide. Donc, l'eau, le jus, le thé, le café, le lait, la soupe, la crème glacée, en fait, n'importe quel aliment qui est liquide dans la bouche. Donc, le yogourt, le jello, gélatine, crème glacée, ça compte aussi. Pour les fibres, il existe deux types de fibres. Donc, il y a des fibres solubles et des fibres solubles. Les deux ont deux fonctions différentes, mais les deux sont importants pour l'élimination intestinale et pour régulariser la consistance des sels. Donc, moi, j'aime ça mettre ça. Comme je dis, malheureusement, c'est en virtuel parce qu'à chaque fois que je fais ça, j'entends les gens rire, je vois les sourires. Donc, je ne vous vois pas tous, mais c'est toujours le fun de montrer l'échelle de Bristol. Puis, je dois vous dire que moi, j'ai ça chez moi.
encadré dans ma salle de bain. Ça fait rire les gens, surtout quand j'ai une fête ou surtout quand c'est la première fois que les gens viennent chez moi. C'est encadré dans la salle de bain. Donc, il y a toujours des gens qui vont sortir avec un grand sourire puis vont me poser plein de questions sur le cadre que j'ai dans ma salle de bain. Donc, l'échelle de Bristol, c'est vraiment comment je peux dire, c'est vraiment ce qu'on vise pour nos selles. C'est de type 1 à type 7. Il dit, selon la littérature, on veut vraiment entre type 3 et type 4, mais même type 2, parce que je sais que souvent, la constipation, ça pourrait être vraiment un problème pour les gens avec une mobilité réduite. Donc, même type 2, si ça sort formé, même si c'est un petit peu dur, même s'il y a un petit peu des craques, ça, c'est correct. Donc, en type 2 puis type 4, c'est ça vraiment qu'on vise. Des fois, pour ceux qui font qui ont besoin de stimulation ou qui font des curages, un type 5, donc ça veut dire un petit peu mou, mais formé, c'est pas mal non plus. Mais de type 1 à type 4, c'est ça qu'on vise. Okay? Ouais. Donc, les fibres. Les fibres, comme j'ai dit, il existe deux sortes de fibres, donc les fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles, ça aide à diminuer le taux de mauvais cholestérol, puis ça aide à ralentir l'absorption de sucre dans le sang. Okay? Donc, pour ceux qui sont diabétiques, c'est une bonne chose. C'est ceux qui font du cholestérol, c'est une bonne chose. Mais ça aussi, ça va ralentir le transit intestinal aussi. Donc, des fois, les gens vont avoir tendance, comme j'ai dit encore, je me répète, je m'entends répéter là, mais c'est un petit peu du cas par cas. Des fois, les gens à mobilité réduite vont avoir la constipation, mais des fois, ça peut arriver que ce soit des diarrhées. Donc, si c'est le cas, ou des selles molles. On veut ralentir le transit intestinal, ça veut dire on veut vraiment, c'est ça, que les selles soient moins fréquentes. On a besoin des fibres solubles. Les fibres insolubles, ça va augmenter le volume des selles, ça va accélérer le transit intestinal, donc ça veut dire que ça va aider dans les cas de constipation, donc ça aide puis ça prévient la constipation et ça prolonge la satiété après le repas, donc ça aide aussi pour la perte de poids ou maintenir un bon poids. Ce que je n'ai pas dit en fait par rapport à l'élimination intestinale et les fibres, c'est que c'est important aussi d'avoir des probiotiques et les prébiotiques. Ça aide aussi vraiment à avoir une régularité intestinale. Donc, c'est quoi des probiotiques? Ça, c'est quelque chose, vous avez sûrement entendu parler. C'est des bactéries, c'est des bonnes bactéries. On peut retrouver ça dans le yogourt, dans le kéfir, dans le kimchi, dans la choucroute. Donc, tout ce qui est aliments fermentés, ça va contenir des probiotiques. Et les prébiotiques, c'est la bouffe. C'est la bouffe pour la bonne bactérie. La bactérie dans notre intestin, ça aime ça, les fibres, n'importe quelle fibre en général. Donc, c'est pour ça qu'il y a avoir une variété de fibres, vraiment pour alimenter notre probiotique, notre flore intestinale. OK. Donc, j'ai déjà parlé de deux sortes de fibres, solubles et insolubles. Où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, les fibres solubles, on peut les retrouver dans les fruits, dans les légumes, les légumineuses, l'avoine, l'orge, les graines de chia et les graines de lin. Okay? Puis, rappelez-vous que ça, c'est les fibres vraiment qui vont aider à ralentir l'absorption de sucre, qui vont diminuer le mauvais cholestérol et ce qui va aider à ralentir le transit intestinal dans les cas de diarrhée. Les fibres insolubles, donc on peut trouver ça dans les produits céréaliers agréés entiers. Donc, ça veut juste dire pain brun, pâte brune, les noix, les graines et les pelures, donc les pelures de fruits et légumes. Donc, les fruits et les légumes en général, ça contient les deux. Ça contient les fibres solubles et ça contient les fibres insolubles. Si on pense, mettons, à une pomme, comme
la chair, la viande, l'intérieur de la pomme, c'est les fibres solubles, puis la pelure, c'est les fibres insolubles. Il est recommandé, par exemple, d'augmenter son apport en fibres graduellement pour éviter des effets indésirables, surtout si on n'est pas habitué. Surtout, les gens vont dire souvent qu'ils ont des problèmes, mettons, avec des légumineuses. Fruits et légumes, pas vraiment, mais les légumineuses, mettons, pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots noirs, des choses comme ça. Donc, oui, d'augmenter la portion graduellement. Mais l'autre chose, c'est aussi de manger les légumes, de commencer à manger les légumineuses quand c'est cuit dans mettons, un plat mijoté. Donc, un exemple, ça serait de manger une soupe aux lentilles versus une salade de lentilles. Même si les lentilles dans la salade, c'est cuit, la soupe, les lentilles sont vraiment mijotées pendant longtemps. Donc, ça aide vraiment à mieux tolérer les fibres. OK. L'élimination verticale. Donc, un bon apport hydrique et vraiment une bonne horaire d'hydratation sont importants après une lésion médulaire. Okay? Une hydratation répartie dans la journée, c'est ça qui est vraiment suggéré. Et le truc classique de minimum 1,5 litres est suggéré. Okay? Puis encore, je répète, c'est quoi les liquides? Ça ne veut pas juste dire l'eau, ça veut dire, comme je dis dans l'autre diapo, le thé, le café, la soupe, les jus, la tisane. Même les fruits qui sont très juteux, ça compte, comme le melon d'eau, comme les raisins. Donc ça compte comme apport hydrique. Donc, le risque d'infection urinaire, c'est plus élevé chez les gens qui font des catés. Donc, il faut juste être conscient de ça. Puis, vraiment une bonne hydratation, ça va aider à diminuer la fréquence des infections urinaires. Et aussi, les capsules et les jus de canneberge peuvent prévenir des infections urinaires. Puis, il faut, je mets l'emphase sur prévenir parce que souvent, les gens ils ont une infection urinaire, puis tout de suite, ils vont aller à l'épicerie acheter le jus de canneberge, mais ça ne va pas traiter l'infection. C'est vraiment en prévention d'eux. Donc, une fois que vous avez une infection urinaire, c'est juste des antibiotiques qui vont aider ça, qui vont régler. Mais avoir des capsules de canneberge ou le jus de canneberge, ça peut diminuer la fréquence. Donc, ça peut prévenir d'autres infections urinaires. Oh oui, une autre chose qu'en fait, je n'ai pas mis, que je voulais discuter avec vous. J'ai parlé 2 fois d'hydratation, puis l'importance d'hydratation. Puis souvent, les gens... Oui, très simplement, je m'inclus là-dedans, c'est difficile pour moi de boire de l'eau. C'est un défi que j'ai. Donc, je vais vous partager avec vous les trucs que moi, j'ai pour boire plus d'eau. C'est sûr que vous avez déjà entendu de mettre des agrumes comme un peu de jus de citron, un peu d'orange. J'ai déjà essayé ça, ça a marché pour un petit bout. Puis après ça, c'est tellement difficile pour moi de boire de l'eau. Moi, ce que je fais des fois, je trouve que c'est mieux en été quand je mets la glace, ça passe mieux, juste simplement mettre de la glace, ou je vais faire des glaçons avec du jus. Donc, je vais faire des petits glaçons avec du jus mais un jus vraiment surette, donc jus de canneberge, ou jus de citron, ou jus de pamplemousse. Je vais faire des glaçons avec ça, puis ça m'aide. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tisanes que j'aime bien. Donc, tisane à la cannelle, tisane à la menthe, plusieurs tisanes, puis je vais boire ça froid. Donc, c'est juste pour vous donner un petit truc que ça m'aide pour moi, là, parce que moi, je comprends comment c'est difficile de boire de l'eau des fois. Mais rappelez-vous que, comme je dis, l'eau, l'hydratation, ça ne veut pas juste dire l'eau, ça veut dire les autres choses qu'on voit aussi, mais c'est sûr qu'augmenter son apport en eau, c'est toujours mieux. OK. Là maintenant, les plaies de pression. Je vais parler des plaies de pression, puis on va discuter, je vais parler de l'hydratation encore. C'est la 3e fois que je parle d'hydratation. Je pense que c'est important. L'hydratation, les protéines, la vitamine C et le zinc.
Donc ici, juste avant de parler de ça, je voulais vous montrer où se forment le plus souvent les plaies de pression. Encore, je répète, ça dépend de notre niveau de lésion, ça dépend si vous êtes capable de marcher, ça dépend de votre mobilité, mais ces points-là, il y a 8 points, c'est des points les plus communs parce que en fait, c'est des plaies de pression, donc plus, mettons, si on est toujours assis, ça va être plus sur les fesses ou sur les talons, les chevilles. Mais ça, faut savoir aussi que les gens, surtout malheureusement, les gens âgés, dans une population âgée, même s'ils sont mobiles, puis mettons, c'est une personne âgée qui utilise une marchette à tous les jours. Même la pression d'utiliser la marchette sur les mains, donc les paumes de la main, même ça peut causer des plaies, pas vraiment des plaies vraiment graves, mais vraiment des rougeurs, puis ça peut causer des petites plaies. Donc, dans cette photo-là, je n'ai pas de photo de quelqu'un avec une marchette, mais oui, ça peut se former sur les mains. Et aussi, j'allais dire aussi pour les tétras hautes, ça peut se former sur les deux côtés des tempes si on est toujours appuyé. Donc, ça peut se former n'importe où est-ce qu'on a la pression. Il faut faire attention. OK, l'autre photo, c'est vraiment les stades. Donc, c'est de stade 1 à stade 4. Puis comme vous pouvez voir, stade 1, c'est vraiment un rougeur. C'est vraiment, en fait, l'exemple que j'ai donné, une personne âgée qui se tient tout le temps sur la marchette. Ça peut se développer sur les paumes de la main, une petite rougeur comme ça, mais faut quand même le traiter comme au niveau nutrition, moi je trouve à stade 1, ou sinon ça peut vraiment se dégrader jusqu'à stade 2, 3, 4, puis stade 4 c'est vraiment dans le muscle, c'est vraiment profond. OK, donc encore, je pense que c'est mon sujet préféré, l'hydratation, parce que ça revient tout le temps. Donc, l'hydratation et les plaies de pression. Une hydratation insuffisante, donc ça veut dire qu'on ne boit pas assez, c'est associé à une guérison de plaies plus lente. En fait, l'hydratation, ça joue un rôle essentiel dans la préservation et la réparation de la peau. C'est vraiment de l'intégrité de la peau. Et c'est vraiment, qu'est-ce que ça fait? C'est important pour la circulation sanguine. Donc, un apport hydrique adéquat est nécessaire pour soutenir la circulation sanguine vers les tissus qui sont blessés. Donc, plus on a un apport hydrique, une bonne hydratation, mieux c'est pour la circulation sanguine, puis ça peut nourrir tous les vaisseaux, la peau endommagée, la peau avec une plaie. Okay? Donc, encore, l'hydratation, c'est tout ce qui est liquide. Ça inclut les fruits très juteux et ça inclut les légumes aussi. OK. Les protéines. Donc, évidemment, la peau, c'est fait avec des protéines. Ça fait partie des composants de la peau. Donc, les protéines sont nécessaires pour la réparation des tissus, des muscles, les formations de collagène. Le collagène, c'est juste une protéine qu'on a pour former la peau. Puis, dépendamment, ça, c'est juste un petit peu les statistiques, là, mais dépendamment du stade, comme vous avez vu dans l'autre diapo, il y a du stade 1, qui est quand même un petit rougeur, mais qui doit être traité au niveau nutrition. Donc, dépendamment du stade 1 à stade 4, les besoins en protéines peuvent varier entre 1,2 g à 2 g par kilogramme de poids. Ne vous cassez pas la tête avec des calculs. Il faut juste être conscient que quand on a une plaie, notre besoin en protéines, ça augmente vraiment beaucoup. Puis surtout, plus c'est grave la plaie, plus on a besoin de protéines. Les sources de protéines, ça c'est assez facile. Donc, les viandes, les œufs, le poisson, les produits laitiers, les légumineuses, les noix aussi. Donc, c'est toutes nos sources de protéines. Si, par exemple, la personne ne mange pas assez, ou si, par exemple,
le stade de plaie de pression est vraiment grave, est vraiment avancé, une supplémentation, donc une supplémentation via des poudres de protéines ou des choses comme Boost en sur, des suppléments, des fois, c'est nécessaire quand la personne a vraiment besoin de vraiment beaucoup de protéines. OK. OK. Donc, la vitamine C. Donc, la vitamine C est nécessaire pour la formation du collagène. Comme je disais, le collagène, ça fait partie de notre peau. Je pense qu'il y a des crèmes, hein, des crèmes de madame, on peut dire que sur la bouteille, c'est marqué collagène, là. Donc, on sait que c'est bon pour la peau. Donc, la vitamine C augmente, ça augmente l'absorption du fer et augmente la résistance aux infections, okay, en favorisant la migration des globules blancs vers la plaie. Donc, tout ce que ça veut dire, c'est vraiment, ça aide ça aide avec le système immunitaire, okay? Puis aussi avec les globules blancs qui vont comme, c'est comme nos petits soldats qui aident avec, à contrer les infections. Okay? Encore un peu de chiffres. Donc, dépendamment du stade des plaies, les besoins en vitamine C vont varier entre 2000 mg à 1000 mg par jour. Si vous êtes fumeur, ça double. En général, en général, les gens qui n'ont pas de lésions médulaires ou qui n'ont pas de problème avec leur mobilité, la population en général, je veux dire, si vous êtes fumeur, votre besoin en vitamine C, ça augmente, c'est le double. Puis encore là, si vous avez une pression, ça augmente encore plus. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, pour la population en général, nos besoins en vitamine C, c'est mettons 60 à 80 mg. Donc, comme vous voyez dans la diapo, si vous avez une de pression, ça peut augmenter entre 200 à 1000 mg et ça serait le double encore si vous fumez. Okay? OK, les meilleures sources de vitamine C, puis je ne vais pas tous les lister parce que c'est une des vitamines vraiment qui sont vraiment plus faciles à retrouver dans l'alimentation. C'est vraiment n'importe quel fruit et légumes. C'est sûr qu'il y a des fruits et légumes, mais c'est sûr que la quantité va varier. Mettons, par exemple, un concombre, il y a beaucoup moins de vitamine C comparé à, mettons, une orange. Mais en général, règle générale, les fruits et légumes sont vraiment riches en vitamine C. Des fois, par exemple, même si c'est très facile à retrouver par l'alimentation, des fois, une supplémentation de vitamine C est nécessaire si le stade de la plaie est très grave, si c'est comme stade 4 ou même plus, et surtout si la personne fume. OK. Le zinc et les plaies de pression. Donc, le zinc, c'est un minéral qui est un antioxydant qui joue un rôle dans la production de protéines. Encore, protéines, collagène, je me répète. Et qu'est-ce que ça veut dire, antioxydant? La vitamine C aussi, c'est un antioxydant. Un antioxydant, c'est vraiment notre traitement anti-rouille pour le corps. Hein? Donc, ça va protéger et réparer les cellules, ça va protéger et réparer la peau. Donc, c'est pour ça que les antioxydants sont vraiment importants. Le zinc est un élément essentiel ici à la réplication et à la croissance cellulaire et à la synthèse des protéines. Donc, quand on parle de peau, c'est toujours des protéines. Hein? Les sources alimentaires de zinc. Oui. Okay. Les sources alimentaires de zinc sont les viandes, la volaille, les œufs, les fruits de mer, les graines de tournesol, les graines de citron. Okay? Les champignons aussi sont une bonne source, je n'ai pas mis, mais j'aurais dit, ouais, les champignons aussi, c'est une bonne source de zinc. Et encore, dépendamment du stade, souvent, une supplémentation est nécessaire quand on a une plaie de pression. Donc, 25 mg 2 fois par jour. Mais ça, c'est vraiment dans des cas plus graves. OK. La vitamine D. J'espère que tout le monde ici
prennent la vitamine D. Tout le monde avec une mobilité réduite doit prendre la vitamine D. Et on sait qu'une insuffisance, une carence en vitamine D, c'est très courant, c'est répandu chez les personnes avec une lésion médulaire et chez les gens avec une mobilité réduite. La vitamine D est importante pour le fonctionnement des systèmes musculo-squelettiques. Comme on sait, c'est vraiment bon pour les os et le système immunitaire et le système respiratoire. Les sources alimentaires de vitamine D sont le saumon, le thon, les sardines, le jaune d'œuf, le lait et les boissons enrichies de vitamine D. Donc, comment vous pouvez savoir, donc, si un poisson est gras? Là, j'ai dit que le poisson, comme le saumon, le thon et les sardines, qui sont des poissons gras, comment vous pouvez savoir, juste en regardant un poisson, si c'est un poisson gras? C'est la couleur. Donc, les poissons à chair colorée, comme rosé, vont avoir plus de vitamine D, surtout le saumon, thon et sardines. D'ailleurs, ils vont avoir plus de bons gras, d'oméga 3, parce que c'est des poissons gras. Ça ne veut pas dire que les poissons blancs, c'est mauvais. Ça veut juste dire, si on veut chercher la vitamine D et les bons gras, les oméga 3, c'est vraiment les poissons à chair colorée, foncée, où est-ce qu'on va vraiment les retrouver. Jaune d'œuf, ça contient la vitamine D. Souvent, la question arrive, je fais du cholestérol, est-ce que je peux manger jaune d'œuf? Oui. Même si vous faites du cholestérol, vous pouvez même manger un œuf par jour, un œuf entier, donc avec le jaune par jour, ça ne va pas déranger le cholestérol. Le lait, ce n'est pas une source naturelle de vitamine D, mais tous les laits sont enrichis de vitamine D, donc c'est correct. Et les boissons, j'ai mis boissons enrichies de vitamine D. Là, maintenant, les boissons de soya sont très... presque toutes les boissons de soya sont enrichies de vitamine D. Pour les autres, comme boissons qui remplacent le lait, comme la boisson d'amande ou la boisson d'avoine, il faut vérifier parce qu'il y en a qui sont enrichis, mais ce n'est pas tous qui sont enrichis. Donc, il faut juste vérifier. Ouais, souvent, une supplémentation est nécessaire, mais en fait, une supplémentation de vitamine D est très recommandée chez les gens avec une mobilité réduite. Donc, 1000 unités par jour, 1000 unités internationales par jour, ou sinon 10 000 unités internationales par semaine. OK. OK, là, je vais parler brièvement de la prise de poids. Souvent, malheureusement, après un accident de la moelle épinière, la personne, évidemment, est comme plus sédentaire. Donc, il va avoir une prise... C'est une prise de poids abdominale, c'est dû à la sédentarité et la perte de masse musculaire. Okay? Donc, surtout, il va avoir une prise abdominale et les risques de maladies chroniques sont plus élevés, malheureusement. Et quand je parle de maladies chroniques, c'est cholestérol, hypertension, diabète. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de perdre du poids quand on est moins actif, quand on est en fauteuil. C'est pas impossible, mais malheureusement, ça arrive après un tel accident qu'il y a aussi une fonte musculaire. Donc, ça cause malheureusement une prise de poids. OK. Je voulais toucher vraiment brièvement sur les médicaments. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, mais c'est quoi le lien entre les médicaments et la nutrition? C'est que les antidépresseurs et les anti-anxiolytiques, je vais donner quelques exemples ici. Ouais. Donc, surtout ces noms-là, donc Elavil, Aventil, Emron, Paxil, Citalopram, Zoloft, Cymbalta, Trazodone et amitriptyline. Donc, surtout ces médicaments-là, ils vont augmenter l'appétit.
l'appétit et la faim. Ils vont augmenter l'appétit et aussi, non seulement ils vont augmenter l'appétit, mais ça augmente aussi les gens des envies, des cravings de sucre. Donc, quand on prend ces médicaments-là, on n'a pas des cravings de céleri. On veut vraiment manger des beignes, des biscuits, la crème glacée. C'est vraiment un effet secondaire de ces médicaments-là, donc il faut juste être conscient. Puis l'autre chose, il y a des anxiolytiques qui vont causer l'enflure. Même si la personne ne change pas l'alimentation, il va avoir une enflure qui va être un effet secondaire. Donc, c'est ça, il faut juste être conscient de ça. Si vous prenez ça peut affecter votre poids. OK. Donc, l'acide santé et le régime méditerranéen, c'est vraiment, comme j'ai dit au début, c'est vraiment le truc de base. C'est vraiment les recommandations de base. L'assiette que j'ai ici, c'est l'assiette santé de Santé Canada. Mais c'est vraiment la façon dont on devrait manger tous. Mais aussi, surtout si on a une mobilité réduite, ça va, juste les proportions. Anciennement, quand on regardait le guide alimentaire canadien, il parlait de portions de telle portion de fruits, telle portion de légumes, telle portion de produits laitiers. Là maintenant, on parle de proportions. Donc, là, si vous regardez l'assiette, la moitié de l'assiette, c'est des légumes et des fruits. Donc, la moitié de votre repas, ça devrait être des fruits et légumes de plusieurs couleurs. Okay? L'autre moitié, on divise en deux, puis le quart, ça devrait être nos protéines. Nos protéines avec du bon gras aussi, comme le poisson, ou les protéines maigres, comme, mettons, du poulet qui contient du zinc, ou, mettons, des légumineuses qui contiennent des bonnes fibres. Et l'autre quart, ça devrait être nos féculents. Donc, les féculents, c'est vraiment tout ce qui est pâtes, pain, riz, couscous, ça rentre là-dedans aussi. Donc, les points que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit ici? Donc, favoriser les bons gras, avoir une source de protéines à chaque prise alimentaire. Donc, j'ai mis prise alimentaire et pas à chaque repas parce que c'est vraiment à chaque fois que vous mangez, que ce soit un repas ou une collation, de toujours avoir une source de protéines et avoir une source d'antioxydants et de fibres. Donc, ça, c'est une façon cachée de dire fruits ou légumes. Donc, antioxydants et fibres à chaque prise alimentaire, donc pour chaque repas ou collation, et de bien s'hydrater. Donc, je pense que... Oui, je pense qu'après ça, c'était juste... Oui, les références.